Bonsoir. Ça fait un sacré écho. Bon. Merci à vous d'être venus et de vous intéresser à la préhistoire et aux Néandertaliens. Alors, je vais vous parler en particulier de tout ce qu'on a pu faire sur le site de La Ferracie, en Dordogne, un site important pour l'histoire des Néandertaliens et où on a pu trouver tout un ensemble de choses. Alors, pour commencer, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Antoine Balzo, je suis paléoanthropologue. Je travaille sur l'évolution humaine, en particulier la morphologie du crâne des humains préhistoriques, et j'utilise beaucoup les méthodes d'imagerie. On a la chance au muséum d'avoir un microtomographe. D'accord, ça dépend de moi, donc il faut que je le mette plus près ou que je parle plus fort. Je vous en prie. Donc oui, je travaille sur l'évolution humaine, l'évolution morphologique des humains préhistoriques, et j'utilise beaucoup les méthodes d'imagerie qui me permettent d'observer tout un ensemble de choses à l'intérieur des fossiles. Alors le spécimen qui est dans mes mains sur la photo du haut, c'est le crâne néandertalien de La Ferracie, et en bas vous avez une image 3D d'un autre néandertalien, La Chapelle-aux-Saints, qui est passé dans le tomographe que nous avons la chance d'avoir au Jardin des Plantes, juste à côté, et qui nous permet d'avoir des images de très haute résolution. Ça permet d'être des milliers de fois plus précis qu'un scanner médical, et donc on peut observer tout un ensemble de choses à l'intérieur des spécimens fossiles. L'histoire des humains, voici un arbre avec nos ancêtres et cousins qui sont représentés depuis 7 millions d'années. Alors c'est une longue histoire avec beaucoup de discussions sur comment ranger tout ça, comment définir les différents groupes humains. Alors un caractère qui est très important, c'est l'adaptation biologique à la bipédie, d'où les plus anciens qui ont à peu près 7 millions d'années, et cette transformation du corps pour pouvoir se déplacer de manière bipède. Et puis au cours du temps, il y a des groupes humains qui se diversifient, et même dans les périodes les plus récentes, on se retrouve avec beaucoup d'espèces humaines différentes, en particulier à l'époque des Néandertaliens. C'est un moment assez incroyable où en Eurasie et en Afrique, on se retrouve avec une demi-douzaine d'espèces humaines contemporaines jusqu'à il y a moins de 50 000 ans, ce qui est un moment de diversité extraordinaire en fonction des régions, et un moment très important aussi, et forcément quand on travaille sur les fossiles humains, un intérêt particulier, c'est d'essayer de comprendre cette diversité humaine, d'observer les différences entre ces groupes, et puis arriver à discuter de leur évolution au cours du temps. En ce qui concerne les Néandertaliens, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on sait sur eux, mais faire un petit résumé quand même pour commencer. D'abord, depuis quand connaît-on des Néandertaliens? Alors, l'intérêt des Néandertaliens, c'est que c'est la première espèce humaine fossile découverte il y a plus de 150 ans, donc c'est pour ça aussi que c'est quelque chose d'important d'un point de vue historique. Ça a contribué énormément à l'essor des sciences préhistoriques et de l'histoire de l'évolution humaine avec ces fossiles qui sont particuliers, différents et acceptés comme tels au fil du temps dès la fin du XIXe siècle. Définir un groupe humain, c'est toujours difficile. Forcément, on trouve quelques spécimens fossiles qui sont dispersés dans l'espace et dans le temps, qu'on va essayer de classer. Pour la disparition des Néandertaliens, les derniers dont on dispose aujourd'hui, ils ont à peu près 40 000 ans. Alors, il y a eu pendant une époque tout un ensemble d'analyses qui avaient été faites, des fossiles jusqu'à 30 000 ans qui avaient été dits comme néandertaliens. On a réévalué tous ces spécimens-là avec des méthodes plus modernes de datation, et globalement, on est autour de 40 à 42 000 ans pour les derniers néandertaliens. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment où on a énormément de fossiles en Europe de l'Ouest, avec tous les sites classiques de néandertaliens, Spie, Feldhofer, Néandertal, l'endroit où on a trouvé le premier spécimen, La Ferracie, La Chapelle-aux-Saints, ça doit être à peu près la même période, et jusqu'en Russie, parce que le site d'Okladinov ou de Denisova, vraiment très loin vers l'est, sont des fossiles qui ont aussi entre 45 et 50 000 ans. On est encore en train de fouiller, on en trouvera peut-être d'un peu plus récents. Donc c'est ça qui est surprenant aussi pour les Néandertaliens. Le moment finalement où on en a le plus de fossiles, c'est vers le moment de leur disparition.
La difficulté haute, c'est de comprendre quand est-ce qu'ils apparaissent, et il y a de nombreux débats pour savoir quel serait le premier néandertalien en fonction des chercheurs. Tout le monde n'est pas d'accord. Il s'agit de reconnaître des caractéristiques qui sont typiques des néandertaliens, et les fossiles aujourd'hui qu'on classe parmi les plus anciens attribués aux néandertaliens, je vois bien que le point n'y est pas là, c'est Atapuerca, la Cima de los Huesos, autour de 450 000 ans. Certains chercheurs ne sont pas d'accord, disent que ce ne sont pas encore des néandertaliens, mais globalement, ça donne une durée à peu près pour cette espèce pendant quelques centaines de milliers d'années, sur l'Eurasie en particulier. Néanmoins, quand on regarde une carte comme ça, il faut se rendre compte que les données sont partielles. On ne peut pas avoir de conclusion définitive sur la distribution d'une espèce dans l'espace et le temps, parce que là, vous avez tous les sites principaux pour 400 000 ans. On n'a pas des fossiles dans chacun de ces sites pour toutes les époques, donc ça montre vraiment que les connaissances sont très partielles et qu'évidemment, ils ont vécu à la fois plus loin dans l'espace et puis avec des moments où ils devaient être plus ou moins représentés en fonction des changements climatiques, plutôt vers le sud quand il faisait plus froid et probablement plus vers le nord quand il faisait plus chaud. On connaît assez bien leur anatomie, aux néandertaliens en particulier parce qu'on a trouvé beaucoup de fossiles. Les derniers spécimens, autour de 40 000 ans, ont la particularité d'avoir laissé pas mal de traces, peut-être parce qu'à cette époque-là, les humains enterraient les leurs. On a beaucoup de squelettes, depuis des tout petits jusqu'à des adultes, et une grande diversité. Ce qui nous permet de bien connaître les néandertaliens, c'est probablement l'espèce pour laquelle on a le plus de spécimens fossiles. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des caractéristiques morphologiques vraiment particulières. Au niveau du crâne et du squelette, il y a tout un ensemble de différences qui font qu'on peut vraiment les reconnaître et les définir assez facilement. Des traits qui sont vraiment propres à ce groupe humain-là. Alors, il y a toujours des discussions entre spécialistes, mais globalement, il y a vraiment des différences biologiques assez nettes. L'ADN va dans le même sens aussi, puisque les données génétiques arrivent à reconnaître, à partir de toutes petites séquences, des différences entre des fossiles d'Homo sapiens et des fossiles de néandertaliens. Donc globalement, aussi bien avec les données d'ADN et de biologie, on arrive à reconnaître quand on trouve un bout de fossile ancien en Europe ou en Asie. Il reste une grande part de mystère, évidemment, sur toute l'histoire évolutive, sur la diversité des néandertaliens en fonction des régions, et puis surtout, beaucoup de débats à propos de leur comportement. Parce qu'on a trouvé beaucoup de choses particulières, parfois des traces qui laissent penser qu'ils avaient des comportements à portée symbolique, en utilisant des objets variés, en faisant des comportements vraiment particuliers. Une difficulté, c'est que ces découvertes-là sont parfois anciennes, et donc il y a un mélange qui se fait entre histoire des sciences et puis sciences tout court, et puis la manière dont on apprécie les choses. Aujourd'hui, forcément, on a plein de techniques analytiques performantes, plein d'approches, plein d'informations à travers le monde, même si ça reste toujours très parcellaire, ce qui fait qu'on peut comparer. Auparavant, quand on découvrait des choses, on les intégrait dans un contexte qui n'était pas le même. Il y a plus de 100 ans, on n'avait pas de méthode de datation. On n'arrivait pas à savoir quand on vivait ces espèces humaines. Ça ne fait que quelques dizaines d'années qu'on est capable de savoir ça. Donc ça a apporté une complexité à la compréhension de cette variation au cours du temps des restes humains. Et puis, il y a eu aussi un a priori qui a toujours eu lieu, qui a toujours lieu aujourd'hui, c'est la capacité d'acceptation qu'on peut avoir de ce qu'ont pu faire les autres humanités. Parce que forcément, nous sommes les personnes qui travaillons sur ces humains du passé, qui observons les restes archéologiques et qui leur donnons un sens. Et puisque nous sommes ceux qui travaillons dessus, on peut difficilement enlever tout a priori qu'on peut avoir. Et ce qui fait que la préhistoire s'est construite au cours du temps avec une idée qui était globalement Homo sapiens avait survécu parce qu'il était plus fort que les autres, et donc qu'il fallait aussi essayer de classer les œuvres archéologiques qu'on pouvait trouver, toutes les actions qu'on arrivait à retracer du passé. Ce qui fait que consciemment ou inconsciemment, on a eu tendance à classifier au cours du temps ou à faire une comparaison entre ce que nous pensons être capables de faire, ce que nous pensions que les Homo sapiens étaient capables de faire,
et ce que les autres humanités étaient capables de faire, ce qui a amené souvent à la conclusion qu'évidemment les autres n'étaient capables de pas grand-chose. Ça a été largement le cas pour les Néandertaliens, même s'il ne faut pas forcément penser qu'il y a 150 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans, on avait plus d'a priori qu'aujourd'hui. Sur ces domaines-là, en fait, il y en a eu de tout temps et pas toujours les mêmes. Il y a eu des moments où on acceptait certains actes des Néandertaliens sans trop discuter. Quand le premier squelette de Néandertalien de la Chapelle aux Saints est trouvé il y a un moment, les découvreurs ont tout de suite dit que c'était une sépulture. Personne n'a discuté ça. Il a fallu attendre les années 50 pour que certains commencent à dire « non, c'est pas possible, c'est pas un Homo sapiens, donc il n'a pas pu le faire ». Donc c'est aussi compliqué. Il faut arriver à voir les variations et les comportements des scientifiques qui parfois cherchent un sens sans forcément se baser sur des données scientifiques. Et justement, ce que je vais essayer de vous présenter là, sont des données qu'on a pu obtenir sur le site de la Ferracie qui nous permettent de rediscuter de tout un ensemble de choses concernant les comportements des Néandertaliens. La Ferracie, c'est un site célèbre, trouvé il y a longtemps, situé en Dordogne, connu depuis vraiment longtemps. Vous voyez, on a même des cartes postales qui montrent l'état du site au moment de sa découverte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un remplissage qui était très important, et en fait, à la Ferracie, plusieurs sites archéologiques. Un petit abri, ici, qui a été complètement vidé dès la fin du XIXe siècle, une grotte qui contient encore des sédiments, et puis ce qu'on appelle le grand abri de la Ferracie. Je vous montrerai des photos ensuite de comment il est aujourd'hui, si vous avez déjà vu des photos ou si vous avez vu le site. C'est un espace qui est très très grand. À l'époque, c'était tout ce remplissage-là. Tout ça, c'est des remplissages archéologiques qui datent de la préhistoire et d'époques différentes de la préhistoire. Voici une vue d'aujourd'hui. C'est le même bloc de sédiments, mais c'est cette partie-là, toute la partie avant qui a été enlevée, donc qui est ici, et il doit rester à peu près l'équivalent de ce qui a été enlevé derrière. Donc c'est un site vraiment gigantesque. Ce qui est très important avec ce site archéologique, c'est qu'on a des niveaux de plein d'époques différentes, depuis le Moustérien jusqu'à tous les étages du Paléolithique supérieur, dont des niveaux anciens, châtellepéroniens, aurignaciens, qui permettent de discuter de la transition entre Néandertal et Homo sapiens. Le Grand Abri, donc le site le plus grand, a été fouillé à plusieurs époques au cours du temps, pendant plus d'une vingtaine d'années à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Puis il y a eu une campagne de fouilles dans les années 70 qui n'était pas vraiment des fouilles, c'était plutôt un moment pour essayer de renettoyer, remettre en état le site archéologique qui avait été abandonné pendant plus de 50 ans, qui était envahi par la végétation, complètement abîmé, et parce qu'il y avait un congrès qui allait se tenir et qui voulait montrer le site archéologique dans un bel état, ils ont fait des fouilles de nettoyage, ce qui a permis d'apporter quelques informations. Et puis entre 2010 et 2014, de nouvelles fouilles dans certaines zones pour essayer de mieux comprendre certains aspects avec des techniques plus modernes, évidemment, que les fouilles qu'on pouvait faire il y a plus de 100 ans. Ce qui est extrêmement important et ce qui a rendu ce site célèbre, c'est qu'on a trouvé beaucoup de restes osseux de néandertaliens, des squelettes bien préservés d'au moins 7 individus, 6 pendant les fouilles les plus anciennes, le 7e pendant les années 70. Et donc, je vous le disais, une diversité d'âge qui est importante, 2 adultes et puis 5 enfants, plus ou moins bien conservés, mais très jeunes en âge pour certains, ce qui était très important aussi pour documenter la biologie, la croissance des Néandertaliens, donc un site vraiment extraordinaire pour notre connaissance des Néandertaliens. Au début du XXe siècle, les fouilles ont concerné une grande zone du site simplement parce que l'approche n'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on y va au pinceau et puis au petit couteau en bois quand on essaye de trouver des restes humains pour ne pas abîmer les restes. À l'époque, on fouillait à la pelle et à la pioche, on faisait des grandes tranchées et ça allait extrêmement vite. Évidemment, en faisant ainsi, on perd beaucoup d'informations. Néanmoins, ils avaient quand même
une certaine habileté dans leur capacité à reconnaître les choses. Sur la photo de droite, vous voyez un os qui dépasse. En fait, ils étaient à ce moment-là passés près du corps du deuxième néandertalien, dont plusieurs os l'ont dépassé, mais ils ont quand même reconnu ça, ils ont réussi à tout prélever, a priori pas perdre grand-chose, et pouvoir envisager la fouille de ce spécimen. Mais évidemment, le contexte était en partie perdu, puisqu'on allait extrêmement vite. Alors, l'intérêt aussi d'un site comme ça, qui a été très étudié par beaucoup de spécialistes, c'est qu'on a un peu d'enregistrement iconographique, pas autant qu'on aimerait, malheureusement. Ce serait génial d'avoir plein de photos à toutes les époques pour arriver à comprendre comment ils ont décapé tout ça. Mais là, on a quelques photos intéressantes avec les grands spécialistes de l'époque, parce que pour les 2 premiers squelettes qui ont été découverts, vu qu'ils savaient quand même que c'était des choses importantes, c'était la première fois qu'on trouvait vraiment dans des fouilles en prenant son temps, enfin, tout est relatif, des squelettes assez complets de néandertaliens, ils faisaient venir tous les pontes de l'époque pour assister au moment du dégagement du spécimen, et chacun y allait de son petit moment à creuser un peu, à fouiller dans la terre pour participer aux fouilles de ces squelettes. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est forcément plus récent, j'étais pas là à cette époque-là. C'est toutes les choses qu'on a pu refaire en partant des collections. Toutes ces collections de la Ferracie, la majeure partie des collections de la Ferracie sont entreposées au muséum, au musée de l'Homme aujourd'hui. Et notre point de départ, ça a été le spécimen trouvé dans les années 1970, le dernier enfant, la Ferracie 8. Le vrai point de départ de l'histoire, en fait, c'est une dent humaine qui était dans la même boîte que l'enfant. L'enfant était bien rangé dans sa boîte avec tous les restes, bien énumérés, classés, rangés. Et puis, il y avait un tube avec cette grosse dent, une prémolaire, qui clairement n'est pas une dent d'enfant à cause de sa taille, de son usure, etc. Et puis, puisque c'est un autre spécimen, la surprise était qu'a priori, on n'en avait jamais entendu parler. Je connais aucune publication antérieure où était mentionnée cette dent. Donc, en réétudiant l'enfant, on se trouve avec une dent supplémentaire dont on ne sait que faire. On est donc parti à la recherche d'informations. Les fouilles des années 70 avaient été menées par le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye et on espérait y trouver tout un ensemble d'informations. Donc on a demandé à accéder aux collections. A priori, on est les premiers à avoir mis le nez là-bas, puisqu'on s'est bien rendu compte que rien n'avait bougé, tout était bien en état, avait été stocké là depuis la fin des fouilles en 1973, ce qui nous a permis d'identifier tous les carnets de fouilles, des comptes rendus, des photos et plein de caisses. Notre mission de départ, c'était d'essayer de comprendre d'où venait la dent. Il nous a fallu un quart d'heure pour résoudre ce mystère. Coup de chance. Alors, là où on était vernis, c'est que vous voyez qu'il y avait plein de carriers, énormément, qui correspondaient à tous les carrés, toutes les zones qu'ils avaient fouillées. J'avais tout bien rangé, j'étais prêt à commencer. Ça allait de 1 à 64, je crois. J'ai évidemment commencé par le cahier 1. Et au bout de 2 jours de fouille du carré 1, on est tombé sur quelque chose qui était identifié comme dent humaine dans le carnet de fouilles à l'époque, identifié directement comme une dent humaine. L'intérêt, c'est que sur le tube qui contenait la dent dans les collections du muséum, il y avait écrit 168 et c'était bien le numéro d'inventaire de la dent. Ça faisait quand même beaucoup d'indices qui corroboraient le fait que ça devait être cette dent-là. On avait même le nom du fouilleur, donc le lieu, c'était précis. Ce qui est rigolo, c'est que juste après, on a fini par trouver dans les comptes rendus des fouilles une chanson qu'ils avaient écrite à l'époque où clairement, ils racontaient qu'ils avaient bien identifié la dent puisque Ernest, le fouilleur du carré 1, puisqu'on a son nom, avait trouvé la quenotte à grand-père qu'ils avaient même arrosée. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, ils l'avaient arrosée, qu'ils avaient pris le temps d'écrire une chanson, qu'ils avaient mis la dent dans un tube et puis que la dent avait été complètement oubliée entre 1973 et 2013 quand on a réouvert ce tube par hasard. Donc c'était chouette, on y était allé, en un quart d'heure, on avait résolu notre mystère, on avait identifié et localisé la dent qu'on avait trouvée. Bon, puisqu'on était parti et qu'on avait tout le reste à étudier, on a continué.
Carré 1, c'était intéressant. En continuant le listing, la danse était 168, on arrive à 219 fragments crâniens. Je le savais déjà puisque j'avais repéré toutes les informations correspondant à l'affaire ASI 8. Le morceau 219, c'était bien un reste humain néandertalien de l'enfant. Ce qui m'indiquait donc que cet enfant venait du carré 1. Ça, c'était intéressant parce que dans toutes les publications qui ont pu être faites de ce fossile-là, ils ne décrivaient pas l'endroit d'où il venait dans le site archéologique. Ils n'avaient pas eu le temps d'exploiter toutes les données, donc ça nous faisait une indication, ben voilà, il vient de cet endroit-là. C'était intéressant d'avoir cette petite indication nouvelle. Donc forcément, on n'était là que depuis une demi-heure, on s'est dit, bah, puisqu'il y a plein de caisses à aller regarder, commençons par les caisses qui correspondent au carré 1. On les a trouvées assez vite. Il n'y avait pas grand-chose en fait. Une seule caisse qui correspondait au carré 1 avec ces quelques sacs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait l'année de fouille, le carré et puis le niveau M comme moustérien. Donc on était bien parti. On l'a ouvert et on a identifié dedans une cinquantaine de nouveaux restes humains. Alors là, ça a été mon erreur ce jour-là. Mon téléphone portable de l'époque était de très mauvaise qualité. J'étais tellement excité et content que j'ai fait une photo complètement floue. On n'a pas d'autres photos du jour de la découverte de ces 50 nouveaux restes néandertaliens. Alors, ce qui fait qu'on ne les reconnaît pas très bien, mais vous avez des bouts d'os longs, des bouts de vertèbres, des bouts de crâne qui sont ici complètement mélangés. En même pas une demi-journée, on avait identifié notre dent et trouvé une cinquantaine de nouveaux restes néandertaliens en fouillant dans ces collections. C'était une journée plutôt réussie. Ces restes humains ont permis de largement compléter le squelette de l'affaire ASI 8, une phalange, des fragments de côte. Ce n'est pas très impressionnant des fragments de côte, je vous l'accorde, néanmoins voilà, ça complète le corps du petit. Des fragments de vertèbres, du coup. Morceaux de crâne. Alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un tout petit fragment avec des morceaux de suture qui recollaient sur un des morceaux qui étaient dans les collections au muséum. Alors on se doutait que c'était la même zone puisqu'on avait cherché cette caisse-là en particulier et ces sachets-là en particulier parce qu'on savait que c'était le carré 1, mais le fait d'avoir un bout qui recolle exactement au squelette qui avait été trouvé en 1970, c'était bien pour nous montrer que c'était le même individu. Il n'y avait pas trop de doute vu la taille des fragments et le fait que c'était des fragments d'enfants dans les deux cas, mais là au moins ça recollait parfaitement. Un temporal, un peu cassé, mais plutôt bien conservé, avec à l'intérieur les canaux semi-circulaires, bien visibles. C'est la partie qui sert à l'équilibre. Chez nous, si on est capable de se repérer dans l'espace, positionner notre tête et savoir où on est, c'est grâce à ces organes-là, qui sont en plus extrêmement particuliers chez les Néandertaliens. Ce n'est pas les mêmes proportions que chez nous. Juste avec la forme de ce petit truc-là qui fait 1,5 cm, on sait que c'est un Néandertalien sans aucun doute, bon, quand on est un peu spécialiste du sujet. Et puis à l'intérieur du temporal, le plus petit os du squelette humain, l'étrier. Vous voyez ici en 3D, c'est très petit, vous voyez l'échelle. Ce qui était intéressant, c'est qu'au moment où on a trouvé ce temporal-là et cet os caché à l'intérieur, alors l'étrier, c'est un des 3 osselets qui servent à la transformation du son en message électrique, ce qui nous permet d'entendre. Ce petit os-là a une forme un peu particulière, vous voyez, et quand on a voulu le publier, on en connaissait un seul osselet néandertalien, un seul os étrier néandertalien. Et les gens qui relisaient notre article nous disaient que notre étrier avait une forme très bizarre, comme l'autre osselet néandertalien reconnu avant, et que c'était sûrement quelque chose de pathologique, parce que chez nous, quand ça a cette forme-là, c'est pathologique. Ce qui est rigolo, c'est que depuis, on en a trouvé 4 autres, et qu'ils ont tous la même forme. Alors, soit ils étaient tous pathologiques, tous avec des problèmes d'audition, soit le plus petit os du corps des Néandertaliens est aussi complètement différent du plus petit os du corps des Homo sapiens, et c'est plutôt ça la vraie réponse. Vous voyez que même avec des zones anatomiques de 3 mm, on arrive à identifier des caractéristiques propres néandertaliens. Un bout de mandibule avec une dent encore incluse à l'intérieur, et voilà le résultat final de ce qu'on a pu repérer. À gauche, vous avez le corps qui avait été publié en 1973, sont les os qui sont en noir sur ce schéma,
Et ceux qu'on a identifiés, au total ça en fait 47, c'est ceux qui sont en noir ou en gris sur cette représentation-là. On a mis en gris quand on n'était pas tout à fait sûr de la position. Ça complète bien le squelette. Ce qui est intéressant, c'est que la majeure partie de ce qu'on a trouvé, ça correspond à des ossements de la tête ou du cou de cet enfant. Ce sera plus intéressant pour la suite de l'histoire. Puisqu'on était là-bas, alors ça, on l'a fait très vite. On a trouvé tous les restes d'enfants. On a mis du temps à l'étudier. Il a fallu 2 ans après pour décrire tous les restes, etc. Mais puisqu'on était là et qu'il y avait plein de collections de la Ferracie, tout ce qui est encadré en rouge là, c'était des choses qui venaient de la Ferracie, eh ben, on a fouillé tout ça. Ça a pris un peu de temps. Il a fallu qu'on soit assez nombreux pour pouvoir le faire. On y retournait un certain nombre de jours à regarder morceau d'os par morceau d'os ce qui avait été prélevé pendant ces fouilles. Ça avait vraiment du sens de le faire puisqu'on s'était déjà rendu compte qu'en 1970, ils avaient raté tous les restes de l'enfant que nous, on avait retrouvé. Le fouilleur à l'époque ne devait pas être un spécialiste de paléoanthropologie. Forcément, ce sont des tout petits bouts d'os. Donc il était arrivé dans son carré, il avait trouvé ces petits bouts d'os, il avait tout mis dans un sachet, qu'il avait mis dans la caisse, qui était arrivé jusqu'à Saint-Germain et qui nous avait attendu pendant 50 ans. On a eu de la chance de tout retrouver en état. Mais puisqu'on a eu de la chance une fois, on s'est dit autant reprendre toutes les collections et essayer de voir s'il n'y a pas d'autre chose dans toutes ces caisses. On a eu de la chance, on a trouvé 2 nouvelles dents humaines, isolées. Alors forcément, c'est moins impressionnant qu'une partie du cou et 47 nouveaux restes d'un bébé néandertalien. Néanmoins, c'est aussi le contexte. C'était parce qu'ils avaient trouvé un corps qu'on a eu de la chance de trouver ce qu'ils n'avaient pas vu. Sur tout le reste, forcément, il y avait moins de probabilité de trouver par hasard un corps entier. Ils s'en seraient quand même rendus compte. Néanmoins, dedans, c'est pas si mal, ça nous en faisait un certain nombre en plus. On avait aussi la dent 168. Et puis, je vous le disais au début, ces fouilles des années 70, elles avaient pour objectif de nettoyer le site, de le rendre beau pour que d'autres puissent venir le visiter. Là, vous avez une photo à la fin des fouilles de 1973. Et les 3 points rouges correspondent aux endroits d'où proviennent ces 3 dents. Parce qu'on avait les notes, tout le registre qui nous permettait de savoir avec plus ou moins de précision la provenance de ces dents-là. Ce qui est quand même intéressant parce que ça complète bien notre connaissance. Vous voyez sur cette carte-là quel plan qui date des années 20, où sont localisés les différents corps qui ont été trouvés, les 2 adultes, puis les corps d'enfants ici, puis ici, puis ici. Là, c'est la Ferracie 8, celui qu'on a trouvé, et donc les 3 dents qu'on a trouvées en plus. Ça documente un peu plus le site et ça nous permet d'avoir plus de restes. Ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, tous les restes humains qui avaient été trouvés, c'était que des squelettes néandertaliens. Forcément, vu qu'ils fouillaient très vite, ce qu'ils trouvaient, c'était les restent très très bien conservés, ils n'avaient pas trouvé d'autre chose. Donc on se retrouvait avec des dents en plus, peut-être des dents néandertaliennes, peut-être des dents d'Homo sapiens. Et justement, on les a étudiées. Alors on a retrouvé aussi 3 autres dents qui avaient été trouvées dans des collections qui sont conservées aux Ézit-Taïak, parce qu'il y avait un petit bout des collections qui étaient aux Ézit-Taïak. Donc on se retrouvait avec 6 dents qu'on a pu étudier et décrire. Plusieurs sont clairement néandertaliennes, d'autres sont clairement Homo sapiens. Il y en a 2 où on n'est pas encore totalement sûr. C'était intéressant, ça nous renseigne un peu plus sur la diversité humaine du site et sont des travaux qu'on va poursuivre après. On va essayer maintenant de dater ou de faire des prélèvements sur ces dents pour essayer de mieux comprendre qui sont ces restes humains. Pour revenir à la Ferracie 8, voici l'état dans lequel il est aujourd'hui, la manière dont il est conservé, tous ces fragments d'enfants les uns à côté des autres. Je vous l'ai dit, on ne savait pas bien jusque-là d'où ils provenaient dans le site archéologique. C'est pourtant une information utile pour pouvoir mieux le contextualiser. Grâce aux images d'archives, grâce aux données qu'on a pu retrouver sur la distribution des restes osseux, on a pu améliorer et reconnaître l'endroit où il était. Déjà, les photos d'époque nous permettent de reconnaître bien comment le site était dans les années 70, puisqu'aujourd'hui, ça a pas mal changé. Il y a un mur de protection qui a été installé, et puis ils ont rempli de cailloux tout l'intérieur pour protéger le site archéologique et éviter que des gens s'approchent trop près des parois et les abîment. En faisant le lien entre les informations des différentes époques, on a été capable de repositionner
l'endroit d'où provenait l'enfant, il venait à peu près d'ici. Sur le site d'aujourd'hui, c'est plus visible à cause du mur et du remplissage. L'intérêt de trouver des photos de cette époque-là et qui se passent au cours du temps, c'est que ça permet de comprendre aussi comment ils ont dégagé, comment ils ont fouillé. On a trouvé aussi quelques photos des fouilles de l'époque. Voici d'ailleurs le fouilleur qui a découvert les restes humains, Ernest, en train d'œuvrer. Et en fait, là, c'est juste au moment où ils allaient trouver le squelette, parce qu'on voit l'occipital, une partie du crâne, qui est conservée ici, alors qu'Ernest est dans ce trou ici. Ces 6 photos nous donnent une information sur comment étaient les restes. Malheureusement, il n'y en a plus que 6 parce que toutes les autres photos ont disparu. On a vu ça dans les archives. Pourtant, en 1970, il y a des appareils photos, mais le responsable des fouilles de l'époque a eu un problème avec ces photos. Elles ont toutes disparu, elles ont été détruites. Il a écrit aux fouilleurs, on a retrouvé la lettre, et il y a un des fouilleurs qui a envoyé ces 6 clichés. Depuis, j'ai eu la chance de parler avec un autre fouilleur de l'époque qui, malheureusement, lui, n'avait pas plus de photos. Néanmoins, c'était quand même intéressant, ça nous montrait l'état du site au moment de la fin de leur fouille, parce que ça, c'est la veille de la fin des fouilles. L'os occipital de l'enfant est encore en place, mais ils vont juste finir dès le lendemain, enlever ces derniers restes. Les dents qui sont positionnées là, ils les ont juste reposées pour la photo, et donc les fouilles étaient presque finies à cette époque-là. Un aspect très intéressant d'avoir les cahiers de fouilles, et qu'ils aient pris avec précision les informations, c'est que on a pu contextualiser les restes. On avait les informations spatiales. Quand on fait des fouilles archéologiques, on mesure à quel endroit sont les différents objets dans l'espace, et puisqu'on mesure aussi au fur et à mesure du temps de notre dégagement, on a l'information pour la hauteur des restes archéologiques. Donc on est capable de positionner les différents points. Évidemment, c'est plus facile à faire aujourd'hui avec des techniques modernes qu'en reprenant des cahiers de fouilles écrits à la main des années 70, mais on a quand même pu le faire assez précisément. On s'est rendu compte, en fait, qu'en 73, ils avaient bien fouillé toute cette zone-là et que ce qu'on a trouvé, nous, dans les cahiers qui correspondent aux années des 70, ils ne l'avaient pas vraiment fouillé, ou au moins pas aussi précisément. Et on a eu l'explication en lisant les comptes rendus, c'est qu'à ce moment-là, Ernest, on lui avait demandé de faire une tranchée assez rapide pour bien voir les couches du paléolithique supérieur. Donc il avait fouillé très très vite, et en particulier au moment où il était passé dans le niveau où il y avait les restes d'enfants parce qu'ils étaient tout petits, il n'avait pas fait très attention, il avait tout empaqueté, et c'est pour ça qu'on les avait retrouvés aujourd'hui. Autre information surprenante et qui explique aussi pourquoi Ernest a raté tout ça, c'est que les restes associés à l'enfant, ce sont les points rouges et les points verts, et qu'au-dessus, il n'y avait rien, ou qu'en dessous, il n'y avait rien. La couche était complètement stérile. Cette coupe-là, elle est en verticale. Donc ça, c'est les niveaux archéologiques, les uns à côté des autres, qui se succèdent, et ça, c'est plus haut et plus bas. Et ça, sont dans l'autre sens. Tous les niveaux archéologiques au-dessus, qui correspondent au paléolithique supérieur, toutes les époques d'Homo sapiens, ils sont bien en place, ils sont bien continus, et Ernest a bien fouillé tout ça et trouvé plein de choses. Par contre, arrivé dans cette zone-là en 1970, il n'y avait plus rien. Donc quand il a fouillé ici aussi, il pensait qu'il n'y aurait rien, il a juste trouvé ça, et en dessous, il n'y avait à nouveau rien. C'est pour ça qu'il a simplement passé une couche pas très épaisse avec quelques restes et qu'il a mis ensemble. Sur la base de ces informations, nous, on a eu envie de revenir sur le site, puisqu'on savait où ils avaient trouvé le squelette, avec précision, puisqu'on savait qu'ils avaient trouvé des choses au-dessus, mais rien en dessous, mais qui n'avaient pas complètement fouillé, puisqu'on avait des photos qui nous montraient qu'ils avaient arrêté de fouiller, qu'ils n'avaient pas dégagé en dessous. On s'est dit, on a un corps qui est incomplet, il nous manque les jambes, il nous manque les bras, avec un peu de chance, on va les trouver sur place. Retournons là-bas. C'est donc ce qu'on a essayé de faire en 2014. Alors on a profité du fait qu'il y avait déjà une équipe de fouilles qui était sur place, qui avait un chantier assez grand, et en fait, eux, ils travaillaient de l'autre côté du site archéologique, dans cette zone-là, alors que l'enfant provenait de cette zone-là.
par là, et puis nous, ici, juste ce petit trou. Je vous l'avais dit, il y a le mur de protection, et tout ça, c'était complètement rempli de gravier, avec une bâche en dessous pour protéger, donc il a fallu qu'on enlève tous les graviers, qu'on enlève la bâche, pour essayer d'atteindre ce niveau archéologique. Pour la petite histoire, les gens qui sont ici, enfin, pas que si petites que ça finalement, c'est un certain nombre de chercheurs, archéologues internationaux, dont Harold Diebel, qui ont publié plusieurs articles remettant en cause ou doutant du fait que les Néandertaliens enterraient leurs défunts. Ils ont écrit plusieurs articles pour critiquer tous les comportements symboliques des Néandertaliens, même l'exploitation du feu par Néandertal. Ils étaient à l'affaire assis pour essayer de réviser les niveaux archéologiques, mieux comprendre comment le site s'était constitué et discuter des comportements des Néandertaliens. C'était donc assez amusant qu'on arrive en même temps qu'eux sur ce site-là, en ayant la même recherche, mais peut-être pas la même approche qu'eux, puisque eux, ils avaient un a priori plutôt négatif. Nous, notre but, c'était d'essayer de trouver de nouvelles informations. On a donc fouillé cette zone. En fait, ça a été assez rapide parce qu'on s'est rendu compte assez vite qu'en fait, en 1973, ils avaient complètement nettoyé le niveau archéologique et qu'il n'y avait plus rien à trouver. Ils avaient vraiment tout fouillé. Néanmoins, ce qui était intéressant quand même pour nous, c'était de pouvoir bien repositionner dans l'espace notre enfant, arriver à observer tous les niveaux archéologiques, parce que même si on avait des points qui correspondaient aux objets qui avaient été prélevés dans les années 70, on n'avait pas la géologie, on n'avait pas les couches en tant que telles. Donc ça nous permettait de renseigner ça. Et puis de faire des prélèvements sédimentaires pour faire aussi des analyses. On y a passé quelques jours à fouiller ce site archéologique, cette petite zone. Alors on a eu un peu de chance quand même, on a identifié un fragment de dent néandertalienne, d'adultes ou au moins de jeunes adultes, donc différentes de l'enfant qu'on avait pu trouver. Alors c'est pas une grande découverte, je vous l'accorde, surtout qu'à posteriori on se rend compte qu'elle n'était pas en place. C'est probablement un morceau de dent qu'ils n'ont pas repéré pendant qu'ils fouillaient, qui est tombé au fond du trou et qu'on a trouvé nous après. Bon, c'est toujours un reste néandertalien en plus parce que la forme nous permet d'être sûr que c'est un morceau de néandertalien. L'étape d'après s'est faite en laboratoire. Sur le site, on avait déjà fait tout ce qu'on pouvait. Donc on a poursuivi en faisant des datations par carbone 14, des analyses zoom, des analyses par ADN pour essayer d'avoir plus d'informations sur les restes qu'on avait pu trouver, quelques restes humains peut-être, et puis surtout prendre tout un panel de restes d'animaux et les tester pour essayer de trouver des restes humains pour pouvoir les analyser. On a fait tout un ensemble de datations aussi, directement sur des restes, mais aussi puisqu'on était allé sur le site, on a fait des prélèvements pour faire des datations par une autre technique qui enregistre en fait, qui permet d'enregistrer la dernière exposition des sédiments au soleil. C'est complémentaire, ça nous dit à quel moment l'enfouissement s'est fait, ce qui n'est pas forcément la même chose que l'âge des objets qui sont dans la couche. Donc deux techniques différentes pour dater les restes d'animaux à ce niveau-là, aussi sur les côtés, au-dessus, et puis les couches géologiques. Parmi les informations qu'on a été capable de reconstruire, c'est comprendre comment se sont faites les fouilles dans les années 70. Je vous l'ai dit, ça a été en plusieurs parties. D'abord, Ernest a fait toute cette zone-là, a raté une partie de l'enfant, puis en 73, par hasard, dans les derniers jours de la fouille, il continuait à dégager un niveau où il ne trouvait rien du tout, et puis ils sont tombés sur des restes humains, et en fait, en 3 jours, ils ont dégagé très très vite une partie de squelette d'enfant. On l'a compris grâce à ces informations-là et aux dernières notes qu'ils ont pu faire sur leurs fouilles. C'était vraiment des fouilles de sauvetage au dernier moment. Au moment où ils devaient finir leur recherche archéologique, c'est souvent comme ça, ils sont tombés sur un squelette néandertalien. Squelette qu'on a pu repositionner avec précision, et puis largement complété. Voici le schéma de distribution qu'on a été capable de refaire à partir des dessins de l'époque et en ajoutant les nouveaux restes qu'on a pu trouver. On a trouvé aussi une corne de bison, ou la cheville osseuse d'une corne de bison qui était posée juste à côté du corps.
Et puis, vous voyez ici, c'était lors d'une exposition, le corps de l'enfant qui a été exposé. Il nous manque donc tous les membres, clairement, il reste quasiment rien, on a juste quelques phalanges d'une main. Par contre, la conservation depuis le bassin jusqu'au crâne est très très bonne pour un enfant aussi petit, aussi jeune, avec des os aussi fragiles. On n'a pas d'explication bonne à ça. Ce qui est sûr, c'est que sur le site, la partie de sédiment qui correspondait à la zone des jambes, on a pu la fouiller et c'était complètement remanié, transformé. A priori, il n'y avait plus de niveau archéologique en place. Pour la partie qui aurait pu correspondre au moins des côtés de l'enfant, ce sont des choses qui ont dû être fouillées en 1920, à l'époque où ils fouillaient à la pelle et à la pioche. Donc il n'est pas impossible qu'une partie ait été embarquée quand ils ont fouillé à la pioche juste à côté. On a fait tout un ensemble d'analyses. Entre autres, on a regardé la préservation des ossements d'animaux et des ossements humains, observer ce qu'on appelle la taphonomie, c'est-à-dire comment ces ossements se sont fossilisés et conservés au cours du temps. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, la fossilisation, la conservation de tous ces restes est très bonne. C'est un site qui préserve très bien, mais clairement, les restes d'animaux correspondent à des restes d'animaux qui ont été mangés, en grande partie brûlés, alors que les restes d'enfants sont très très bien conservés. Ce qui montre que c'est une histoire un petit peu différente entre les restes d'animaux et les restes de l'enfant. Autre information étonnante, les niveaux archéologiques au-dessus de l'enfant ont tous la même inclinaison, de la gauche vers la droite, en quelque sorte, alors que la couche qui contient l'enfant, elle a une inclinaison dans l'autre sens. Ça peut arriver si les dépôts sédimentaires se sont faits différemment au cours du temps. L'intérêt d'être allé sur le site, c'est qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Partout ailleurs, les dépôts sédimentaires se sont faits de la même manière, donc cette orientation-là est vraiment étrange. Il n'y a pas de raison d'avoir ce type d'orientation. Autre aspect intéressant, on a fait plein de dates. Sur les restes d'enfants et d'animaux, on a des dates qui sont entre 39 000 et 44 000, dont un reste humain daté à 41 300 à peu près. Alors il y a toujours des différences de date en fonction des restes parce que la préservation du collagène n'est pas tout à fait la même. Il peut y avoir peut-être des effets aussi de mélange de certains restes et tout. On n'a pas un âge précis à quelques années près quand on utilise ce genre de technique. Mais globalement, les âges sont homogènes, autour d'un peu plus de 40 000 ans, alors qu'au même niveau, la couche géologique est bien plus ancienne. On a obtenu un âge de 60 000 ans, juste ici. Et les restes archéologiques qu'on a datés à peu près du même âge, ils sont situés plus haut, vraiment plus haut dans la stratigraphie. Ce qui est quand même assez surprenant. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un squelette d'enfant qui est dans ce remplissage-là, qui est donc plus jeune que la couche géologique à la même profondeur, qui a le même âge que les restes qui sont situés au-dessus et qui en plus est dans une pente vraiment bizarre par rapport à tout ce qui est au-dessus. Il n'y a pas de bonne explication archéologique pour trouver une telle distribution. Ce qui est intéressant en complément aussi, c'est que l'âge obtenu sur le reste humain, alors ça en fait c'est un tout petit fragment d'os qu'on a identifié grâce à l'ADN mitochondrial qui a été identifié comme néandertalien. On n'a pas sacrifié un des beaux morceaux du squelette qu'on avait trouvé, on n'a pas osé faire ça. C'est grâce à l'ADN qu'on a été capable de reconnaître un morceau humain qu'on a pu dater à 41 300. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'âge du châtel péronnien dans le site de la Ferracie. Ce qui fait qu'on a tout un ensemble d'indications qui nous montrent qu'on peut supporter un enfouissement volontaire. Ça ne nous dit pas pourquoi les Néandertaliens ont fait ça, mais en tout cas, le corps de l'enfant n'est pas dans une position naturelle d'un point de vue géologique. Il est beaucoup plus jeune que la couche géologique tout autour. La meilleure explication, c'est qu'ils ont creusé un trou, qu'ils ont mis le corps, qu'ils ont bouché, et donc ils ont enterré volontairement l'un des leurs. Alors c'est rigolo, dans l'absolu, qu'on ait réussi à montrer ça alors qu'on était sur le site en même temps que les gens qui essayaient de démontrer le contraire. On a eu de la chance, nous on a trouvé plein de résultats qui permettent de le montrer. Eux, forcément, leurs données étaient plus partielles et puis ils n'ont pas réussi à démontrer ce qu'ils voulaient démontrer, puisque forcément c'était plus difficile.
On poursuit tous nos travaux sur la ferracie. On a travaillé aussi sur la ferracie 1, le squelette le plus complet. Alors lui, il a été trouvé il y a longtemps. On a quelques infos d'archives, des photographies qui viennent d'ici, d'ailleurs, de l'Institut de paléontologie humaine, qui nous permettent de bien comprendre comment il a été découvert. Alors là, c'est pas très évident, on ne reconnaît pas forcément, mais en fait, c'est le crâne vu du dessus dans un bloc de plâtre. Là, c'est un petit moment après, le dégagement fait en partie, on reconnaît beaucoup mieux, ici le crâne, ici la mandibule, parce qu'en fait, quand ils ont trouvé les restes de la ferracie 1, je vous l'ai dit au début, ils sont passés à côté, ils se sont rendus compte qu'il y avait des restes humains, et après, ils ont fait des fouilles plus précises. Alors, plus précises à l'époque, ça veut dire on enlève les 3 mètres de sédiments qui sont au-dessus en un jour, on nettoie la surface du squelette en un jour, et en un jour, on fait des gros blocs de plâtre qu'on prélève, qu'on emmène au muséum pour les dégager au muséum et étudier vraiment les restes humains et reprendre tous les petits bouts. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la chance que ces squelettes soient aussi complets, c'est parce qu'ils n'ont pas fouillé sur place, parce qu'il est possible qu'ils auraient perdu quand même un certain nombre de restes en fouillant avec leur technique, mais bien qu'ils ont pris des gros blocs de plâtre qu'ils ont amenés à Paris pour les dégager. L'intérêt de ces photographies aussi, c'est que ça nous montre que l'état de conservation était vraiment excellent et que les connexions anatomiques étaient vraiment conservées sur ces squelettes-là. On n'a pas trop de doute vu l'état de conservation aujourd'hui. Néanmoins, c'est intéressant de le voir sur des photos qui sont anciennes et qui montrent l'état dans lequel était le squelette au moment de sa découverte. On a étudié plein de choses dans le spécimen. On a retrouvé la première chaîne complète d'osselets pour un néandertalien, les 3 petits os qui permettent d'entendre le son. Vous voyez que l'étrier a la même forme que pour la ferracie 8, et ce n'est pas pathologique. On a observé une petite fracture d'une des côtes avec un arrachement osseux, musculaire, qui a fait un petit arrachement osseux. On a repéré une clavicule qui était un peu bizarre en termes de forme, et en fait, en regardant les images scanners, on se rend compte que cet individu avait une fracture de la clavicule, mais qu'ils avaient su la réduire, immobiliser, et que ça avait cicatrisé parfaitement en place. Ce qui montre quand même qu'ils connaissaient l'anatomie et qu'ils savaient faire des soins, parce que ça ne doit pas être si simple, sans médicaments modernes, sans hôpitaux, de traiter ce genre de fracture. Ce qui fait que ça a permis, comme ça, d'avoir un ensemble d'informations aussi sur la manière dont ce squelette a été trouvé. Je vous l'ai dit, dégagé en un jour, puis nettoyé en un jour, puis ensuite ils ont fait des blocs qu'ils ont dégagés finement. L'intérêt pour nous, c'est que avec ces blocs, on a des morceaux d'animaux qui sont associés dedans, qu'on a pu faire la même technique que pour la ferracie 8, tester, essayer de trouver s'il n'y avait pas des restes humains dedans. Malheureusement, il n'y en avait pas, mais les dater. Et on a obtenu à nouveau des âges qui sont très similaires à ceux obtenus pour la ferracie 8, un peu supérieurs à 40 000 ans en moyenne, qui correspond encore une fois à la période du Châtel-Peyronien à la ferracie. On est en train de faire la même chose pour la ferracie 2, continuer à travailler. Et là, c'est intéressant parce que même des découvertes qui ont plus d'1 siècle, avec les techniques modernes et en prenant le temps, on arrive à apporter de nouvelles informations qui sont très intéressantes. Il y a depuis toujours un débat sur qui a fait le Châtel-Peyronien, parce que c'est une industrie un peu particulière qui a été associée au début à Homo sapiens, parce qu'elle semblait plus qualitative que le moustérien classique des Néandertaliens. Et à la ferracie, on était parti du principe que les squelettes étaient tous moustériens, parce qu'ils avaient été tous retrouvés dans le niveau moustérien à l'époque. En fait, ce qu'on avait peut-être raté il y a plus d'1 siècle, forcément, c'est que si les squelettes étaient bien enterrés dans une couche moustérienne, c'est pas qu'ils étaient moustériens, mais qu'ils avaient été enterrés après par des humains qui étaient peut-être châtel-peyronniens et peut-être quand même néandertaliens. Là, on se retrouve avec 2 néandertaliens qui sont en fait de l'époque châtel-peyronnienne. Donc c'est une information intéressante. Rien à voir ou tout à voir en quelque sorte. Je vous l'ai dit, je ne suis paléoanthropologue, donc je travaille sur l'anatomie aussi, je ne fais pas que de l'archéologie. Et on a beaucoup travaillé sur les Néandertaliens, et ça c'est dans le cadre d'un gros projet scientifique où notre objectif c'était d'essayer de reconstituer le cerveau des humains préhistoriques. Alors évidemment on n'a pas le cerveau des humains préhistoriques dans les boîtes crâniennes. Ce qu'on a fait c'est utiliser des volontaires actuels qui ont passé tout un ensemble d'imagerie de la tête pour avoir des images de tout ce qu'on peut imaginer
et en particulier la forme du cerveau et la forme de l'intérieur de la boîte crânienne, ce qu'on appelle l'endocrâne, sur laquelle il y a des marques qui sont liées au cerveau. Depuis 150 ans, on utilisait cet endocrâne pour essayer d'extrapoler la forme du cerveau, mais on n'avait jamais pu faire un lien réel entre les deux. Donc pour la première fois, on était capable de faire ça durant ce projet, ce qui nous a permis après d'appliquer ces connaissances au cerveau des espèces préhistoriques et de reconstituer la forme du cerveau des humains du passé. Et là, vous avez une comparaison du cerveau reconstitué entre deux humains préhistoriques. Celui qui est en noir, c'est Cro-Magnon 1, un Homo sapiens du Paléolithique supérieur, un peu plus gros que la moyenne des humains d'aujourd'hui. À cette époque-là, ils avaient un cerveau plus gros que le nôtre. Et celui qui est en blanc, c'est un néandertalien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les proportions des différentes zones du cerveau ne sont pas exactement les mêmes. Ils avaient un cerveau de taille globalement équivalente, mais le leur était plus allongé, avec la partie arrière, la partie avant plus développée que nous, alors que nous, la partie la plus développée sont les lobes pariétaux au milieu. Alors c'est juste une animation, mais on est en train de faire tout un ensemble d'analyses pour aller plus loin dans la diversité entre les cerveaux de ces espèces humaines, et puis à terme essayer d'aborder la question des zones fonctionnelles qui sont impliquées dans ces différences. On ne sera sûrement pas capable de savoir si ça a des implications sur ce qu'ils étaient capables de faire. Néanmoins, c'est important d'arriver à documenter cette diversité cérébrale entre les humains du passé. Pour arriver à mieux comprendre les comportements, le mieux, c'est ce que je vous ai montré avant. Faire de l'archéologie et essayer d'être précis dans notre analyse de ce qu'on trouve et de mieux comprendre ce qu'ils étaient capables de faire sans a priori. J'ai fini ma présentation, je fais juste une toute petite aparté à la fin. J'ai un site internet sur lequel j'ai mis plein d'informations sur la préhistoire, parce que quand on cherche sur internet, on peut trouver tout et son contraire. Qu'on demande à Wikipédia ou à l'intelligence artificielle sont des données qui sont construites d'une certaine manière. Sur Wikipédia, ce sont des gens qui documentent l'information et ce n'est pas toujours juste. Je le sais parce qu'une fois, j'avais vu mon nom cité dans la page Homo erectus, j'ai fait une thèse sur Homo erectus, et ce qui était cité comme venant de mes travaux sur Wikipédia était complètement faux. Personne qui avait commenté n'avait pas bien compris. C'est pas grave, c'est spécialisé et tout, c'était bien déjà d'avoir essayé de rapporter ça. J'ai essayé de corriger la page Homo erectus sur Wikipédia, je l'ai fait et j'ai été recorrigé ensuite. J'ai eu beau dire à la personne qui gérait la page que c'était moi qui étais cité et que je savais que ce qu'il disait était faux, le fait que la personne qui avait écrit le texte avait une bonne note sur Wikipédia prévalait sur le fait que j'étais l'auteur des propos. Alors, il paraît qu'ils ont mis en place des systèmes de vérification un peu plus aboutis, etc., mais c'est la limite de Wikipédia, c'est que c'est collaboratif et que ça met beaucoup d'informations. L'intelligence artificielle, le biais que ça a, c'est que ça cherche tout ce qui existe sur Internet, et en fonction de la question que vous avez posée, il va essayer d'y répondre aussi en fonction de la question que vous avez posée. Donc, il cherche à vous faire plaisir souvent. Et puisqu'il cherche tout ce qu'il y a sur Internet, il va prendre des choses qui sont très solides parce que venant de sources précises, mais en fait tout ce qui traîne partout. Donc l'intelligence artificielle peut donner des informations pas toujours très précises. C'est pour ça que sur mon site, j'ai essayé de mettre des informations plus à jour et précises, et ce sont les pages les plus recherchées d'ailleurs sur mon site. Les gens ne viennent pas pour me connaître, ils cherchent des mots préhistoriques et ils finissent sur mes pages. J'écris aussi plein de livres, dont celui qui est en bleu là, qui raconte tout ce que je vous ai raconté sur l'affaire Assis. On a réussi à en faire un livre qui raconte toute l'histoire de nos recherches jour après jour, la découverte de l'Adam et tout le procédé des recherches archéologiques. Et puis on a même créé un escape game qui parle de préhistoire et de changement climatique. On a réussi à mélanger tout ça, et vu que c'est porté par une association, on a réussi à créer un jeu qui est de qualité professionnelle et qui est parmi les 10 meilleurs escape games d'Île-de-France, ce qui est quand même pas mal, et on y parle de préhistoire. Donc si vous aimez ce genre de médias, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, c'est en banlieue sud, à Gometz-le-Châtel. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Le problème de l'ADN, c'est que ça marche bien
quand on peut faire des prélèvements sur des restes encore très bien conservés. Les fossiles de la ferracie, la plupart ont été trouvés au début du XXe siècle. Donc ils ont été nettoyés, préparés, et à l'époque on mettait des cols qui étaient des cols biologiques, souvent animales, de chèvres ou parfois de poissons, ce qui fait que ça impacte le collagène, ça impacte la préservation de l'ADN. Donc pour la ferracie, il y avait un test qui avait été fait il y a quelques années, et ils avaient trouvé que c'était très récent et que je ne sais plus ce que c'était, mais il y a d'autres néandertaliens qui ont été documentés comme de la chèvre, ou voilà. Donc c'est pas possible de le faire. C'est pour ça qu'aussi on continue cette idée d'aller rechercher dans les collections et de prendre des restes d'animaux et d'essayer, grâce aux protéines, d'identifier des restes humains, parce que si on trouve un bout qui lui n'a pas été collé, pas tripoté par 150 personnes, eh ben, on peut espérer extraire de l'ADN et pouvoir faire des analyses. Ce qui serait intéressant parce que pour le moment, les fossiles pour lesquels on a de l'ADN, ils viennent de Croatie ou de Russie, dans des conditions de fouilles un peu particulières, soit très anciennes mais où personne n'avait tripoté, soit en Russie où ils fouillent en temps réel avec des combinaisons, ils prélèvent chaque ossement, ils testent tout. Tous les autres gisements, en particulier ceux d'Europe de l'Ouest, on n'a pas trouvé d'ADN de néandertaliens ou que récemment sur des tout petits fragments parce que forcément ça a été trouvé il y a trop longtemps et l'usage de tous les matériaux a détruit l'ADN. Donc j'espère dans quelques années être capable de répondre en partie à cette question, ce serait génial parce que c'est vrai que c'est un site classique et en particulier parce qu'il y a ce doute sur qui faisait le châtel péronnien et quand ont vraiment disparu les néandertaliens. Si finalement ce sont eux qui ont fait le châtel péronnien et que c'est l'époque où on en trouve plein, bah ça change tout sur notre perception de ces humains. Donc ce serait intéressant. Et en effet, répondre à la question de savoir s'ils sont apparentés ou pas, ce serait génial. Là, on a quand même cette information qu'on a au moins 2 squelettes qui sont à peu près contemporains, au moins d'après ce qu'est capable de nous dire le carbone 14. Donc ce serait encore plus merveilleux d'avoir des séquences génétiques qui nous disent un peu plus. Ouais. Il n'y a plus de fouilles à la ferracie. Entre 2016 et 2017, ils ont fait des fouilles sur la grotte, mais depuis, il n'y en a plus. C'est compliqué, en fait, c'est tellement gigantesque que ça implique beaucoup de choses. Et puis, en fait, on a déjà tellement de choses partout à réétudier qu'il faudrait commencer par ça. Mais c'est vrai que la ferracie, potentiellement, sur du très long terme, ce serait un site extrêmement intéressant, parce que le remplissage est tellement bien conservé, il y a tellement de choses, que ce serait chouette de pouvoir le faire, mais ça impliquerait d'être là-bas pour des décennies et de le faire très lentement. Donc, parce que là, il y a plus de 10 mètres d'épaisseur de sédiments, donc ça prendrait un temps fou. Oui. Il y a eu, on essaye de trouver des explications. Est-ce qu'elles sont bonnes? C'est pas forcément certain. Ce qu'on observe, c'est que les Homo sapiens, il y a 40 000 ans, globalement étaient plus costauds, plus larges, avec une plus grosse tête que la moyenne des humains d'aujourd'hui. Et Néandertal, ils étaient un peu plus petits, mais plus robustes, et aussi avec une tête un peu plus grosse en volume. La cause de ça, c'est pas évident, il y a pas mal d'explications. Alors il y a probablement un effet stature qui joue. Forcément, si on fait 10 cm de plus en moyenne, il y a un effet de taille et de proportion qui est important. Et puis, en fait, ce qu'on a du mal à imaginer aussi, c'est que les humains d'aujourd'hui, on est très peu variables génétiquement. Même si dans la biologie on a l'impression qu'on est très variable, on est très très proche, on représente une toute petite histoire. Et même les premiers Homo sapiens européens ne font pas partie de notre histoire, parce qu'ils n'ont pas contribué au patrimoine génétique des humains d'aujourd'hui. C'est qu'après qu'il y a eu de nouvelles expansions, etc. Donc ces humains, les premiers, les Homo sapiens entre 40 000 et 200 000 ans, ceux qu'on a trouvés, ou en tout cas, c'est une branche ou c'est une partie d'Homo sapiens qui n'existe plus aujourd'hui et qui est peut-être pas, évidemment, il y en a qui sont nos ancêtres directs, sinon on ne serait pas là. Mais en tout cas, ceux qu'on a trouvés en Eurasie ne sont pas les ancêtres directs des Eurasiatiques d'aujourd'hui. Donc,
il y a cet aspect-là qui joue aussi. Alors, il y a des théories qui ont proposé que Homo sapiens, avec le temps, se serait auto-domestiqué, que le fait de vivre en société, en groupe plus grand, ça aurait eu un impact sur nos comportements sociaux, qu'aurait eu un impact aussi sur notre biologie. C'est possible, mais c'est difficile à démontrer. Et pour le moment, c'est plus du raisonnement circulaire qu'une vraie démonstration scientifique. Ah non, pas du tout. Vraiment, les derniers restes, les derniers restes néandertaliens, ils ont autour de 40 000 ans, et on n'a rien qui corresponde à du néandertalien après. Donc on a vraiment cette impression, alors qu'ils sont entre 40 000 et 50 000 ans, on les trouve depuis l'Europe de l'Ouest jusqu'à la Russie. Donc, ils sont bien représentés, dispersés, et puis après, il n'y a plus rien. Sont d'autres groupes humains. En fait, c'est probablement plus compliqué que ce qu'on a longtemps dit, d'Homo sapiens qui s'étend et qui prend la place de tout le monde. C'était l'image générale qu'on avait. Notre espèce sort d'Afrique et puis petit à petit, par compétition, par expansion, prend la place de tous les autres qui disparaissent. En fait, même Homo sapiens a une période de crise à cette époque-là. Je viens de le dire, les fossiles anciens pour lesquels on a de l'ADN, on se rend compte que ce ne sont pas les ancêtres directs des Homo sapiens d'aujourd'hui, pour ceux qui sont en Eurasie. Ils n'ont pas contribué au patrimoine génétique. Il est probable en fait qu'en Eurasie, il y ait une période compliquée pour toutes les espèces humaines. Ça veut dire Homo sapiens, mais aussi Néandertal, les Denisoviens, quel que soit le nom scientifique qu'on leur donnera un jour, mais même Homo erectus, l'homme de Flores, ces humains un peu bizarres qu'on trouve un peu partout. C'est comme s'il y avait eu vraiment des choses très compliquées pendant un moment, qui a eu un impact sur toutes ces humanités-là qui ont disparu. Et si nous, on est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'on était encore en Afrique et que la diversité humaine, elle s'est refaite à partir d'Afrique, alors que les autres groupes humains à travers l'Eurasie ont disparu. Oui, mais un peu après, et puis plutôt vers le sud, a priori. C'est vraiment parmi les premiers Homo sapiens, les plus anciens, autour de 50 000, qu'a priori, il n'y a pas de correspondance génétique. Il faut attendre un peu après. Et puis, il ne faut pas oublier, en fait, la paléontologie et la génétique, ça nous reflète des histoires un peu différentes. La paléontologie, c'est les restes que l'on a, pour lesquels on va avoir des informations parfois, pour lesquels on va pouvoir trouver de l'ADN dedans. Par contre, l'information de « on a tous un peu de gènes de néandertaliens », c'est pas grâce aux fossiles qu'on l'a documenté, c'est grâce à la diversité génétique d'aujourd'hui. Donc ça peut être un message qui est ultérieur aussi. Le fossile d'Oasé qui vient de Roumanie, qui a à peu près 40 000 ans, qui a de l'ADN néandertalien en lui, a priori, il n'a pas contribué au patrimoine, alors que c'est un Homo sapiens, il n'a pas contribué au patrimoine génétique d'Homo sapiens actuel. Donc ce n'est pas lui, notre ancêtre direct, qui nous aurait légué ces pourcentages-là. Donc c'est d'autres qu'on n'a pas encore trouvés à un moment qu'on identifie dans cette période de temps-là, mais ce ne sont pas les plus anciens pour le moment qu'on a trouvés. C'est la difficulté de tout mettre ensemble, et puis aussi le recul qu'il faut avoir et éviter de faire des histoires trop simples. La paléogénétique, c'est extraordinaire parce que ça nous apporte d'un seul coup des choses complètement inconnues, complètement nouvelles. Par exemple, ils ont identifié un reste humain qui est un métis entre un denisovien et un néandertalien. D'un point de vue scientifique, c'est incroyable. C'est statistiquement totalement improbable, impossible. C'est vraiment un truc exceptionnel. Mais une fois qu'on a dit ça, vu que c'est juste un bout d'os comme ça, qu'on ne peut rien apporter de ça, et que même les données génétiques qui ont été extraites ne nous renseignent pas sur la biologie, c'est un super scoop, mais on n'a pas le contexte encore pour être capable de comprendre ce que ça apporte de plus, quoi.
Et c'est le travail des décennies à venir, arriver à mettre les choses ensemble pour raconter un truc un peu plus précis que des gros titres des journaux. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont découverts. En Chine, là, ils en trouvent énormément, et pourtant, c'est dans des zones. Oui, oui, oui. Ben, ah ben, les premiers fouilleurs en Chine sont les Européens qui y sont allés et qui ont apporté les techniques de fouille. Ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde les descriptions des fouilles archéologiques de tout temps, toutes les publications disent qu'on utilise les techniques les plus modernes de fouille. À l'époque des pelles, c'était les techniques les plus modernes. Aujourd'hui, quand on est comme ça, c'est les techniques les plus modernes. Et dans 20 ans, ce sera une technique qui sera encore différente et ce sera encore mieux. Donc, on a toujours l'impression de faire au mieux. En Chine, là, ils prennent vraiment leur temps. En plus, en général, ils ont des moyens importants. Donc, ils arrivent, quand ils trouvent un site, à le protéger, à construire des armatures pour éviter qu'il y ait un impact de l'environnement, etc. J'ai vu plusieurs sites comme ça où on adorerait avoir les mêmes moyens en Europe pour protéger nos sites archéologiques. On bricole un peu. Eux, s'ils ont trouvé quelque chose, ils arrêtent les fouilles, ils construisent un immense immeuble autour, ils protègent tout, ils font un musée, et puis ça y est, ils reprennent les fouilles. Donc ils se donnent vraiment les moyens de faire des choses précises et en protégeant les découvertes. Donc il y a un potentiel qui est gigantesque, simplement parce que ce qu'on a cherché ou ce qu'on a fouillé, ça représente une toute petite partie du monde. Finalement, il n'y a pas de raison de trouver de nouveaux sites archéologiques un peu partout, en particulier, malheureusement, dans toutes les zones difficilement accessibles aujourd'hui, entre les zones de guerre, entre les zones vraiment complexes d'accès, entre l'Europe et l'Asie. Il y a un potentiel gigantesque de découverte archéologique. Alors, il est fort probable que la disparition de Néandertal ne se soit pas faite comme ça, et qu'il y ait eu des zones où il en est resté plus longtemps. Les informations archéologiques que l'on a pour le moment, c'est qu'en gros, entre 42 000 et 40 000 ans, tous les Néandertaliens qui ont été datés à cette époque-là sont disposés en Europe de l'Ouest, un peu en Asie centrale, et qu'après, il n'y a rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais pour le moment, on n'a pas de données archéologiques démontrant ça. Ça paraît évident, et évidemment, ils n'ont pas disparu en 2 jours. Ça a dû être un processus plus long. Pour le moment, en tout cas, on a ces données-là, et on ne sait pas exactement ce qui leur est arrivé. Pardon ? Qu'entendez-vous par là ? Alors, on a régulièrement des congrès scientifiques, on fait des événements particuliers sur des questions. C'est un sujet peut-être moins prioritaire ou qui fait travailler moins de personnes que le changement climatique, ce qui peut s'entendre dans l'absolu. Et puis, ça a une particularité aussi parce que forcément, il y a un intérêt à plein de niveaux différents. Il y a l'intérêt
du chercheur, il y a l'intérêt de l'institution, du pays éventuellement, ce qui fait que ça ne facilite pas forcément toujours les échanges, ou en tout cas, enfin, c'est toujours compliqué en sciences de vraiment collaborer tous ensemble. Pour la préhistoire, ça s'améliore, mais c'est vrai que l'étude des restes humains, c'est pas toujours évident parce que certains fossiles sont difficiles d'accès, on peut difficilement travailler dessus parce que tout le monde n'est pas prêt à jouer le jeu de l'échange et du mélange des informations. Ça s'améliore indiscutablement, hein, mais on pourrait toujours faire mieux, on pourrait toujours avoir plus de moyens pour faire de la préhistoire, c'est certain. Bon, on fait avec ce qu'on a. Ah bah c'est globalement l'État, très majoritairement l'État. Il y a un peu de recherche privée, mais ça reste vraiment à la marge. On a la chance en France d'avoir quand même une structure de la recherche qui est un peu plus conservatrice que dans d'autres pays. On a beaucoup de chercheurs en préhistoire ou dans d'autres domaines pas trop rentables par rapport à d'autres pays européens où il y a eu des coupes vraiment sévères parce qu'il y a un historique de recherche vraiment très large en France. On pourrait toujours faire mieux, hein, c'est toujours difficile et puis on pourrait toujours espérer beaucoup mieux. Mais c'est aussi la chance que l'on a d'avoir le CNRS ou des universités fortes depuis longtemps qui ont permis le maintien de recherche dans plein de disciplines. Donc c'est aussi pour ça que malgré la taille de notre pays et le faible investissement de l'État relativement à d'autres pays dans la recherche publique, on existe encore dans les recherches préhistoriques. Ben, merci à vous.